Levé pour respecter le protocole. Avant de vous parler de mon parcours d'écrivain, de romancier, je voudrais parler un peu de RH, parce que c'est grâce à RH que nous sommes là, tous ensemble, aujourd'hui. Eric, tout à l'heure, tu parlais d'un phare, et ça m'a frappé, cette expression, tu recherchais un phare, parce que moi, je ne suis pas un adhérent de RH depuis très longtemps, mais je connais RH depuis très longtemps, puisque RH est un endroit où passent les humanitaires depuis très longtemps. Et je voudrais remercier Eric d'avoir inventé, parce que c'est une invention au sens étymologique du terme, ce lieu qui est un lieu unique en France, à ma connaissance, pour les humanitaires. Et tu parlais de phare, j'ai toujours pensé qu'il y a des grandes similitudes entre la vie des humanitaires et la vie des marins. Partir en mission, c'est souvent partir pour une croisière plus ou moins aventureuse, qui va vous atteindre plus ou moins, vous laisser des séquelles. Il y a aussi des coups de tabac, etc. Et on revient souvent, parfois, de mer un peu perdue, et on revient parfois aussi des missions militaires un peu perdues. On a besoin d'un endroit pour se retrouver avec ceux qui vous comprennent, pour pouvoir échanger, pour pouvoir refaire le point, tout simplement, pour pouvoir peut-être retrouver un nouveau cap, un nouvel embarquement, ou peut-être apprendre ou comprendre qu'il est temps de poser son sac à terre pour une nouvelle aventure, voilà, tout à fait différente. Donc merci Eric pour ce lieu, Résonance Humanitaire, qui s'il n'existait pas, je le pense sincèrement, manquerait cruellement aux humanitaires. Maintenant je vais vous parler un peu de moi. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un rapport évident avec l'écriture. Je me souviens qu'à l'école, j'adorais les rédactions, j'adorais le français, je passais mes journées parfois à lire. Quand j'étais chez mon grand-père dans le Berry, je pouvais passer une journée perché dans un arbre à lire. Je descendais que pour aller manger et je remontais dans mon arbre. J'étais passionné par deux choses quand j'étais enfant et jeune. La lecture et le sport. C'est-à-dire en fait l'écrit et l'action, presque dans un sens physique du terme. Et j'ai toujours eu le sentiment qu'il fallait que je vive des expériences qui m'apprendraient quelque chose pour un jour écrire des choses qui avaient un sens. C'est-à-dire que j'ai toujours eu cette certitude qu'un jour je serais un écrivain. Je ne savais pas à quel âge, mais pour moi c'était une évidence. Mais il fallait d'abord que je vive des choses qui m'apprennent des choses sur le monde. Je me souviens avoir lu assez jeune une phrase de Malraux qui disait qu'il fallait transformer l'expérience en conscience. Et cette phrase de Malraux, je crois, est restée imprimée en moi, dans mon cerveau profond, et elle m'a guidé dans des recherches qui n'étaient pas des recherches professionnelles, mais qui étaient des recherches de boulot, que je vivais d'abord comme des recherches d'expérience. J'ai toujours fait des boulots un peu bizarres après mon service militaire. Je ne cherchais pas une carrière en face de moi, un homme riche ou installé socialement dans la vie, mais j'ai cherché toujours des points d'observation de l'humain. J'ai été croupier dans un cercle de jeu pendant des années, j'ai été agent de sécurité. C'est un boulot très intéressant, agent de sécurité, parce que vous êtes là et plus personne ne fait attention à vous. Et les gens parlent devant vous sans faire attention à vous. Et vous entendez des choses parfois extraordinaires quand vous êtes agent de sécurité. C'est pareil quand on est croupier dans un cercle de jeu. C'est un poste d'observation de l'humain qui est absolument extraordinaire. J'ai fait d'autres boulots bizarres et à la fin j'ai été journaliste. Je ne vais pas tous vous les dire. J'ai été journaliste, qui est également un poste d'observation de l'humain assez extraordinaire. En plus, je travaillais pour les services sociétés, pas mal de journaux, donc je balayais large des sujets extrêmement divers et qui touchaient toujours d'une manière ou d'une autre à l'humain. Et ensuite, j'ai rencontré justement, en tant que journaliste l'humanitaire, j'ai rencontré des gens de l'humanitaire, il y a des relations humaines qui se sont faites, et on m'a proposé de partir en mission, et à ce moment-là, c'était le génocide rwandais qui venait d'éclater, et je suis parti
parce que je me suis dit, ces expériences fécondes que je cherche et que je commence à accumuler, il faut en rajouter une autre qui va être d'une intensité encore supérieure et qui va peut-être me dévoiler quelque chose sur la vérité du monde. En fait, je cherchais à me frotter à ce que le monde peut à peu avoir de plus extrême, c'est-à-dire la violence du monde et peut-être le mal à l'œuvre. Et en fait, je ne me suis pas trompé parce que quand j'ai débarqué au Rwanda, on a débarqué pratiquement à la fin du génocide. On a croisé les soldats de l'opération Turquoise, dont je parle dans mon dernier roman. Et débarquer au Rwanda en 1994, c'était vraiment débarquer sur une planète complètement folle, qui était folle de sang, de violence, et c'était vraiment débarquer dans un lieu où le mal venait d'être à l'œuvre. Et non seulement ça m'a marqué profondément, ça m'a appris énormément de choses sur le mal à l'œuvre, mais ça m'a changé en tant qu'homme. C'est-à-dire que dans ma vie d'être humain, il y a un avant et après le Rwanda. Il y a très peu d'expériences, très peu de choses dans la vie qui sont capables de vous changer aussi profondément. Et je ne suis pas revenu du Rwanda le même que j'étais parti. Ça m'a totalement changé en tant qu'être, c'est-à-dire que ça m'a donné une conscience aiguë et permanente du mal, de la violence du monde, et surtout qu'après le Rwanda, j'ai enchaîné directement sur la Bosnie, la guerre, à Sarajevo. J'étais chef de mission pour Solidarité Internationale à Sarajevo. C'était encore la guerre à ce moment-là, etc., les bombardements, les snipers, etc. Bon, avec tout ce drame qui relevait toujours de la violence du monde à l'œuvre. Et quand je suis revenu, je portais tout ça en moi, et il y a eu un déclic quand je suis revenu. J'avais déjà écrit 2 romans qui étaient des romans d'apprentissage, qui n'étaient pas très très bons, que j'avais envoyés à toutes les maisons d'édition avant, puis après je suis parti dans l'humanitaire, et là il y a eu un déclic, et j'ai senti que je disposais de la matière de vérité, en fait, qui me permettrait d'engager vraiment une œuvre littéraire de vérité, parce que pour moi, c'est un point de vue personnel, mais le roman, c'est le lieu où se dit la vérité. Je ne pense pas au fond que le témoignage ou que l'essai soit le vrai lieu où se dit la vérité, parce qu'on est toujours beaucoup plus subjectif qu'on ne le croit quand on écrit un témoignage ou quand on défend une conviction ou un point de vue dans un essai. Par contre, le roman, par le biais de la distance de la fiction, par la reconstruction du réel, permet de dire la vérité. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est le lieu où se dit la vérité. Et en revenant de ces missions humanitaires, j'ai eu le sentiment que je pouvais commencer, en tout cas, sinon la vérité sur le monde, ce qui est assez prétentieux, pouvoir dire ma vérité, ce que ma conscience avait perçu de la vérité du monde. Il y a eu ça, et il y a eu dans ce déclic 2 autres éléments également. Indiana, tu parlais de l'intensité qu'on recherche, et c'est pour ça qu'on repart en mission humanitaire. Et moi aussi d'ailleurs, le terrain m'a manqué après, je suis reparti en Afghanistan un autre moment, j'ai fait d'autres missions, etc. Mais il y a une intensité effectivement qu'on a quand on est dans une mission humanitaire. Quelle que puisse être l'intensité du drame dans lequel on est plongé, il y a une forme de rock'n'roll, d'intensité de la guerre, il faut avoir l'honnêteté de le dire, qui fait qu'on est porté. Et quand on revient, on ressent un peu un manque, et j'ai cherché à retrouver une forme d'intensité du sens, d'intensité de la vérité de chaque jour dans l'écriture. Puisque l'écriture d'un roman, c'est au fond une intensité au long cours. Moi, je mets à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, parce que je retravaille énormément les textes pour écrire un roman, et au fond, c'est 2 ans à 3 ans d'intensité soutenue. Et puis la troisième chose, c'est que quand on revient de certains terrains humanitaires, on est porteur de tas de choses dont on essaye de parler aux gens, et les gens, ils n'ont pas envie d'en entendre parler. En fait, vous revenez du Rwanda, vous avez la tête et les souvenirs pleins de charniers et d'horreur, vous venez de Sarajevo,
vous avez envie de parler des gens qui se font sniper en faisant la queue pour un peu d'eau potable ou un bout de pain, ou des bombardements, ou de la peur quand on prend Sniper Alley en voiture. Et les gens, c'est la dernière chose dont ils ont envie que vous leur parliez. Les gens, ils sont à Paris dans leur confort, leurs problèmes, leur sécurité, ou leur inconfort d'ailleurs, ou leur inconfort. Mais ils n'ont pas envie que vous les embêtiez avec ces histoires. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je trouve le moyen de leur raconter des histoires pour rentrer par effraction et partager avec eux cette expérience, qu'ils le veuillent ou non, en fait, en leur racontant des histoires qui vont les emmener, qui vont leur dire une vérité que dans un premier temps, ils n'ont pas envie d'entendre, mais qu'ils seront peut-être heureux d'avoir reçu à un moment donné. Donc, tout ça fait que je me suis mis à la rédaction de mon premier roman, qui est un roman sur l'humanitaire, Barnum, le Rwanda et la Bosnie. Entre-temps, ensuite j'en ai écrit deux autres. J'ai écrit un roman sur une boxeuse. Qu'est-ce qui fait parce que j'ai toujours pratiqué les sports de combat. J'ai toujours été obsédé en fait par la violence du monde, qui est mon obsession intime et personnelle. On a tous une obsession qui a été renforcée par mes missions humanitaires. Et c'était aussi une manière de parler de la violence du monde. Parce que quand on écrit par exemple un roman sur un boxeur, personne ne se pose en fait la question de savoir pourquoi cet homme devient un boxeur. La boxe étant tellement spontanément assimilée à la masculinité, on se pose rarement la question pourquoi. Pourquoi un garçon fait de la boxe? Mais quand une femme fait de la boxe, quand une femme devient une boxeuse professionnelle, on se demande toujours pourquoi. Donc ça oblige à se poser la question, qu'est-ce que le monde a pu lui faire à cet être humain-là, pour que cet être humain-là ait besoin lui-même de cette violence, pour s'arranger avec le monde, pour faire face à la violence du monde et s'en sortir. J'ai ensuite écrit un roman qui était inspiré de la vie de ma mère, qui était une orpheline espagnole de la guerre d'Espagne, réfugiée en France, militante anarchiste, amoureuse extraordinaire et qui est morte folle. Donc c'est une femme éminemment romanesque, et je me suis inspiré de sa vie pour écrire le portrait d'une femme, d'une anarchiste espagnole, voilà, à la fois lumineuse et tragique. Et mon dernier roman, qui est sorti il y a un mois, et je suis en train de le défendre actuellement, je reviens sur le Rwanda, cette expérience qui m'a profondément marqué et avec laquelle je vis encore aujourd'hui, d'une manière assez douloureuse et fertile en même temps. Et là, je ne voulais pas en parler d'un point de vue humanitaire, parce que j'avais tout dit sur le Rwanda d'un point de vue humanitaire dans Barnum, mais je voulais y revenir d'un point de vue des soldats français de l'opération Turquoise qui se sont trouvés immergés là-dedans, sans parfois toujours comprendre ce qui se passait, et qui ont vécu des drames, qui se sont parfois sentis impuissants ou en échec, plongés au cœur de ce monstrueux drame rwandais où ils n'avaient pas les instructions, les autorisations, les ordres qui auraient pu leur permettre parfois de sauver les gens. Et c'est le portrait, c'est l'histoire d'un homme, d'un officier français qui revient profondément traumatisé du Rwanda parce qu'il a un sentiment d'échec, le sentiment de ne pas avoir pu sauver 1200 Tutsis qui se sont fait massacrer pendant 3 jours parce que l'armée française est restée inactive alors qu'ils auraient pu les sauver, et qui part en mer parce que c'est un marin. Et je voulais écrire aussi un roman sur la mer parce que j'ai beaucoup pratiqué la voile à une époque. Je voulais pas parler de ce que c'est que de se retrouver en mer et qu'est-ce que ça fait à l'âme, qu'est-ce que ça fait à l'esprit. Parce que se retrouver en mer, c'est se retrouver dans un espace-temps différent qui permet de faire la part des choses. Donc mon officier, il part en mer, il fait la part des choses, et sur son expérience au Rwanda, c'est un livre sur la culpabilité, sur la perdition et sur la rédemption. Voilà. Je ne vais pas vous en dire plus. Je voudrais rajouter un certain nombre de choses. Mes camarades ont parlé du fait d'envoyer ou pas les manuscrits et de la démarche d'être réédité ou pas. Moi, pour ce qui est de mes convictions personnelles, j'ai toujours eu envie d'être publié. Voilà. J'ai jamais imaginé écrire pour un tiroir, ce que je respecte. Je comprends très bien la démarche intime de quelqu'un qui écrit pour soi ou pour ses amis, mais pour moi, il était évident que j'écrivais pour partager auprès du plus grand nombre. Et donc j'ai toujours cherché, dès mes premiers romans d'apprentissage, à être publié. Et pour ce qui est du refus, et vous en avez très bien parlé,
j'ai accumulé, je crois, des centaines de lettres de refus. Et je voudrais le dire ici pour les gens parmi vous qui écrivent et qui se posent la question de faire la démarche d'être publié. Ne renoncez pas, ne renoncez jamais. J'aurais pu tapisser tous les murs jusqu'au plafond de chez moi avec toutes les lettres de refus, ces fameuses lettres qui sont des circulaires en fait. C'est toujours le même texte qu'envoyé à tout le monde. Ne vous arrêtez pas à ça. Un jour, vous allez écrire le texte qui rencontrera un éditeur. Continuez, persévérez. Ne mettez pas votre ego dans cette démarche-là d'une manière narcissique. De mon point de vue, cette démarche-là, c'est un peu comme la démarche amoureuse. C'est-à-dire que si vous avez envie dans votre vie de vivre des histoires intenses de désir, ben, il faut prendre le risque de draguer et de se prendre des refus, ce qu'on appelle communément un râteau. Mais arrive un moment où votre désir rencontrera un autre désir. Et vous aurez la chance à ce moment-là de vivre des histoires de désir intense qui sont ce qu'on a de mieux à faire dans la vie avant de rendre les clés, à mon avis. Et c'est pareil. C'est pareil pour l'écriture, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas une démarche je me vends ou je cherche, mais c'est une démarche de désir en fait. Et un éditeur qui vous publie, c'est une rencontre de deux désirs, un désir d'écriture, un désir de publication. Et donc moi, pendant des années, pour Barnum, je ne sais pas combien de lettres de refus, et puis un jour on m'a appelé. Un jour, il y a le directeur éditorial de Kalman Levy qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, votre texte m'intéresse, je voudrais qu'on en discute parce que je voudrais que vous retravailliez certains passages. On s'est rencontrés, je l'ai écouté, j'ai dit oui à certaines de ses demandes, j'ai dit non à d'autres, parce qu'il faut savoir défendre un texte sur l'essentiel, c'est-à-dire ne jamais faire de concessions sur l'essentiel, et en même temps, il faut savoir écouter ce qu'on veut dire, parce que parfois on vous fait des remarques qui sont justes. Comme on a le nez dans le guidon quand on écrit, on ne se rend pas compte de nos défauts ou de nos imperfections. Et il faut un œil qui soit un œil expérimenté, qui sache ce que c'est qu'un livre qui se lit bien, et pour vous aider à optimiser, à aboutir, in fine, votre texte. Et cet éditeur est toujours mon éditeur aujourd'hui. Il y a eu des changements à l'intérieur de Kalman Levy. Pour les 2 livres intermédiaires, j'ai changé d'éditeur, mais il est redevenu mon éditeur pour le dernier livre. Et c'est aujourd'hui un ami. Et c'est quelqu'un en qui j'ai toute confiance. Et je pense que c'est important, c'est très important pour un écrivain, cette relation de confiance avec un éditeur, parce qu'un éditeur, c'est pas seulement quelqu'un qui met votre livre sur le marché, qui met votre livre à la FNAC, qui met votre livre dans les librairies, mais c'est quelqu'un qui vous accompagne tout au long de votre travail d'écriture, qui vous dit « là on ne comprend pas, là c'est trop long, là tu nous emmerdes », et c'est quelqu'un dont vous devez avoir toute confiance envers lui. Parce qu'il doit, si c'est un bon éditeur, vous dire parfois des choses qui ne sont pas faciles à entendre. Vous devez avoir une relation de confiance totale, c'est un partenaire. Donc j'ai la chance d'avoir une relation de ce type. Et je pense que c'est en partie grâce à ça que j'ai pu publier 4 livres qui ont trouvé un public. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas écrivain tout seul. Voilà. En tout cas, mon expérience, c'est on n'est pas un bon écrivain, en tout cas, tout seul. Voilà. J'ai beaucoup parlé.